Bonjour et bienvenue dans la médiasphère. L'affaire Fillon nous a rappelé ce qui devient une évidence. Les réseaux sociaux sont acteurs de la campagne, réserve à militants, relais de la parole politique, machine à rumeurs également. Un chiffre, aujourd'hui, 75% des Américains s'informent majoritairement sur Twitter, disent-ils, Instagram, Facebook et consorts. Et il n'y a pas de raison que les Français échappent à la tendance. Et les candidats à la présidentielle l'ont bien compris. Réseaux sociaux, Snapchat, Stories, et j'appuie sur ma story. Ah bah tiens Marine, bienvenue sur ma chaîne. T'as un message aux abonnés? Mettez des pouces bleus. Des femmes. Alors, on va s'entendre. J'ai besoin de femmes qui s'engagent en politique. Je continuerai ce combat parce qu'on n'en a pas assez. C'est la guerre avec Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas la guerre, mais on est concurrents de fait, mais on n'est pas d'accord sur plein de choses. Voilà. Bon, lui, il fait sa campagne, un peu style moiseux et puis avec des idées un peu chauvines qui nous déplaisent fortement. Et nous, on est surtout le contraire. Bon, mes amis, la revue de la semaine, elle va pas être comme les autres là. Il y a vraiment quelque chose qui m'a absolument révulsé. Alors ensemble, nous allons traverser cette épreuve. Et ensemble, je vous le promets, nous allons marcher vers la victoire. Je veux que les Français puissent vivre leurs rêves dans une France juste. C'est tout le sens de mon engagement. C'est ce pourquoi je me bats. J'espère que si cette vidéo vous a plu, vous pourrez la liker. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette idée-là, laissez-moi vos commentaires, ils m'intéressent. Enfin, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur mon programme, à vous abonner sur la chaîne YouTube. À bientôt. Voilà pour ce petit résumé. Nos invités, Jackie Isabello, bonjour, cofondateur de Coriolink, agence de relations avec les publics de communication d'influence. Antoine Léaumont, bonjour, chargé de communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Cédric Ingrand, chez LCI, spécialiste réseaux sociaux, on ne vous présente plus Cédric. Et Hugo Travers, bonjour, youtubeur de la chaîne Hugo Décrypte sur la politique, les médias, fondateur de Radio Londres. Une carte de visite qui parle pour vous, Hugo. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour François de Rugy. Bonjour Benoît Hamon. Il y a du monde, vous avez toute une équipe qui travaille, effectivement. Beaucoup plus nombreux qu'au QG de ma campagne. Moi ça je pense pas, j'ai pas de QG moi. On va suivre la campagne attentivement et nous de notre côté on se dit à très vite. Hugo Travers, celui qui n'a pas de compte Instagram et qui se présente à la présidentielle, il est ringard? Non, un compte Instagram en l'occurrence pour faire une campagne présidentielle, je suis pas certain que ce soit le... Alors un compte Twitter? Un compte sur Twitter, je pense qu'aujourd'hui c'est quand même assez utile effectivement, rien que pour parler aux journalistes qui sont quand même assez présents sur ce réseau social, vaut mieux y être. Ouais. Incontournable Antoine Léaumont, effectivement, vous le confirmez? Oui, clairement, c'est un moyen de mettre en avant des idées et un programme. Et quand on n'a pas la chance de certains de pouvoir l'exprimer régulièrement dans les médias, avoir des réseaux sociaux autonomes, c'est un moyen utile pour pouvoir le faire. C'est une vraie différence par rapport à ce qu'on a vu en 2012 ? Ça fait presque 20 ans qu'on se dit, est-ce que ça y est, cette fois, c'est Internet qui va faire cette élection, quelle que soit l'élection. Déjà 20 ans? Que ce soit ailleurs ou ici. Moi, je me souviens, l'élection 2000 aux États-Unis, on disait, est-ce que Internet va faire? Là, ça y est, je pense qu'on est en train d'y arriver. On parlait de Twitter. Avant, quand il se passait quoi que ce soit, on allait, je sais pas, à la salle des 4 colonnes à l'Assemblée pour aller chercher une réaction. Aujourd'hui, si on est journaliste, on va d'abord sur Twitter pour aller rassembler les réactions des politiques. Je voudrais qu'on regarde un comparatif qu'on a fait là, dans la médiasphère, révélateur comme un autre, le nombre d'abonnés Twitter des candidats à la présidentielle. Marine Le Pen, assez largement en tête, 260 000. Voilà. Si je me trompe dans les chiffres. 1,26 million, 950 000 pour Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, 476 000, et ainsi de suite. À qui je parle quand je suis politique et que je me place sur les réseaux sociaux, Jackie? On parle par réseau social un peu à tout le monde. On a l'habitude de dire maintenant que Facebook c'est devenu le réseau social de tout le monde. Et d'ailleurs, plus nos aînés sont aînés, plus ils sont présents sur Facebook, sur Snap évidemment parce que les codes sont tellement différents des autres que ça parle complètement aux jeunes. Les marques sont énormément sur Pinterest et aussi sur Instagram qui est quand même la galaxie de cet immense empire. Et puis les journalistes, c'est Twitter, c'est-à-dire que avant on disait l'IB c'est le journal des journalistes. Aujourd'hui le journal des journalistes c'est vraiment Twitter. Mais dans ce domaine-là, Adrien, comme tout
toujours, tout vient des États-Unis. On a tout appris des États-Unis. C'est eux qui ont inventé les outils. D'ailleurs, c'est parfois un petit peu gênant. Ils ont inventé les techniques. Et c'est vrai que, sans remonter à Truman avec la télévision, mais les campagnes de Barack Obama ont inspiré tout le monde avec ce qui a été fait. Collecte de fonds, quasiment du social selling, du social media, relations avec des réseaux. À l'époque, où, comme certains candidats aujourd'hui, Barack Obama était pas le privilégié de la classe politique. Il est allé conquérir sur le terrain des gens parce qu'il n'était pas aidé par les appareils, et peut-être qu'on en reparlera. Surtout ça, les candidats l'ont compris, ils adressent une population qui est pas celle qui regarde la télévision. Celui qui a un téléspectateur de JT aujourd'hui, il a plus de 50 ans, en moyenne. Donc sur les réseaux sociaux, vous allez d'abord adresser des gens le profil qui ont une carte d'électeur. Il est beaucoup plus jeune, c'est ça que vous nous dites. La moyenne est évidemment beaucoup plus jeune. Ouais. Après Plutôt, Twitter, c'est c'est étonnant parce que Twitter, vous avez à la fois des gens qui sont très jeunes et des gens qui sont plutôt âgés, au-dessus de 50 ans. En fait, vous avez une courbe qui est un peu comme ça, des âges sur Twitter. Sur Facebook, effectivement, c'est beaucoup plus... ça ressemble beaucoup plus à la population française. Sur Snap, c'est majoritairement des jeunes. Et sur YouTube, c'est un peu la même chose. Nous, on a 60% des auditeurs de la chaîne de Jean-Luc Mélenchon qui ont moins de 34 ans. Donc, et Antoine Léaumont, on montrait les chiffres de Twitter. Si je prends l'initiative d'aller m'inscrire sur le compte Twitter de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'a priori je suis déjà convaincu, non ? Non, pas forcément. De base, Twitter, quand vous vous inscrivez sur Twitter, vous propose des comptes suivant vos affinités, des affinités que vous définissez. Donc, si vous définissez des affinités politiques, il va vous proposer un certain nombre de comptes, parmi lesquels Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, François Hollande, enfin tout un tas de personnalités. Donc, vous pouvez vous inscrire pour suivre ces personnalités sans avoir forcément au début d'affinité. Twitter est pour beaucoup de gens un outil d'information sur ce que vont dire les candidats et un outil de comparaison. Hugo Travers, on ne parle pas d'abord à ceux qui sont un peu convaincus déjà à la base ? Alors, bien sûr, on parle entre autres à eux parce que Jean-Luc Mélenchon partage sa chaîne sur sa page Facebook, il demande aux gens de s'abonner. Donc forcément, les gens qui sont convaincus, qui sont déjà convaincus, vont aller sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon pour suivre ses revues de la semaine sur l'actualité. Donc forcément, il y a une part, est-ce qu'elle est importante, je sais pas, mais il y a une part quand même assez significative de ces gens qui sont déjà convaincus. Après, je pense que là, c'est là la réussite de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a quand même réussi justement par le biais de YouTube, à parler à des jeunes qui n'étaient pas forcément intéressés par l'actualité avant et qui, grâce à des chaînes YouTube comme celle de Jean-Luc Mélenchon, vont aller voter et donc suivent ces chaînes YouTube pour se faire un avis sur les candidats et ensuite aller voter en 2017. Donc je pense quand même que Jean-Luc Mélenchon, grâce à cette chaîne, alors c'est pas décisif, il va pas remporter l'élection présidentielle parce qu'il a une chaîne YouTube, mais effectivement, il peut aller parler à des jeunes et éventuellement les amener au vote en avril. Adrien, le cas de Twitter est un peu particulier, mais encore une fois, je parle sous le contrôle de nos jeunes amis parce qu'ils sont beaucoup plus experts. Mais Twitter, c'est un hub. C'est vraiment une plateforme qui peut emmener partout. C'est-à-dire que c'est très public, les journalistes vont suivre en direct live les réactions des hommes politiques, mais ça peut être vraiment le début du dark web. C'est-à-dire qu'il y a des communautés, par exemple de djihadistes, qui sont suivies par les services de renseignement parce qu'on émet des tweets, on emmène ici ou là, puis à un moment, par Twitter, on peut disparaître dans d'autres formes de web qui là apportent des contenus qui sont insupportables, qui sont illégaux, etc. Donc vraiment, Twitter, c'est très particulier, et c'est même très particulier parce que ici là, on peut même pas vous dire si dans 5 ou 10 ans ça existera encore. Leur modèle économique est pas validé, ils changent de patron tous les 2 ans, ils perdent des abonnés alors que ils ont une vraie vocation à transmettre de l'information. Twitter c'est génial, mais en même temps, est-ce que dans 5 ans ça existera encore ? Honnêtement, j'en sais foutre rien. Oui, mais il y aura toujours des réseaux sociaux. Ce qui est en train de se passer, on l'a vu vraiment avec la présidentielle américaine, il y a quand même un petit phénomène de bulle d'information. C'est-à-dire que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité du monde, c'est la réalité du monde telle qu'elle est exprimée par les médias que vous suivez, vos amis, particulièrement sur Facebook, où là vous n'avez pas juste une vue chronologique, mais il y a Facebook jauge ce qui va vous intéresser. C'est pour ça qu'on a vu émerger les fake news, c'est-à-dire des gens qui partageaient en boucle des infos qui n'avaient pas besoin d'être vraies, parce qu'elles les confirmaient dans leurs propres préjugés. On va continuer et poursuivre cette médiasphère et on va voir que, pour les politiques, les réseaux sociaux, c'est aussi l'occasion de montrer une part d'intime. Quand on a un chat dans les bras, par exemple, c'est bien de le montrer à ses potentiels électeurs. À tout de suite. De l'impact de plus en plus fort des réseaux sociaux dans la campagne présidentielle. Les réseaux sociaux qui sont aussi le terrain de l'intime, un intime mis en scène. Mais tout de même, Benoît Hamon qui prend un selfie, Marine Le Pen avec ses paresseux, François Fillon dans sa voiture. On va voir quelques-unes de ces images que nos femmes et hommes politiques mettent sur les réseaux sociaux. On va aller voir ces images. Ne vous impatientez pas. Vous voyez, regardez, il a un poussin dans les mains, Benoît Hamon. On montre ce qu'on ne montrait pas avant, c'est ça l'idée. Ben, les réseaux sociaux, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme la physique quantique par rapport à la physique.
c'est une plongée dans l'infiniment petit. Donc avant, par exemple, je pouvais dire « Oh Adrien, vous avez de jolies lunettes ». Aujourd'hui, je peux le faire savoir à tout le monde. Je peux faire un tweet en disant Adrien, jolies lunettes. Donc c'est une espèce de. Mais nos politiques, là, ils nous montrent quoi? François Fillon qui a un appareil photo. Ce détail qu'on ne pouvait pas montrer, il les montre par l'intermédiaire des réseaux sociaux et qui ne pouvait pas être montré par la télé. Bon, Fillon, c'est un techno. Il joue avec son drone chez Karine Le Marchand. Là, il joue avec son appareil photo. Je sais pas si Benoît Hamon se mettre en scène avec un petit poussin, lui qui est quand même pas très grand, pas très costaud, et qui se met en scène avec une affiche de Mohamed Ali. C'est une bonne façon de montrer que ça va être un candidat musclé qui pourra redresser la France, mais il veut nous attendrir, montrer derrière que derrière le candidat socialiste, il y a aussi un petit cœur qui bat et faire rentrer dans sa chaumière d'autres types d'électeurs peut-être. Mais c'est pas une tendance qu'on a juste sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que pour moi, le symbole le plus criant d'une pipolisation, si on peut appeler ça comme ça, de la vie politique, il est quand même à la télévision finalement. C'est-à-dire c'est l'émission de Karine Le Marchand sur M6 qui symbolise, je pense, le plus cette pipolisation, en tout cas le fait qu'on parle de la vie privée des politiques. Donc je pense que c'est une tendance qu'on a bien sûr sur Internet, sur les réseaux sociaux, parce que c'est très simple effectivement de poster sur Instagram une photo avec un poussin dans le cas de Benoît Hamon, mais c'est une tendance qu'on a partout. Alors Emmanuel Macron bien sûr dans Paris Match, mais aussi bien sûr avec l'émission de Karine Le Marchand. Donc c'est une tendance qu'on observe finalement un peu partout. Une chambre d'écho comme les autres. C'est ça, je pense. Ouais, mais de fait, ce que vous montrez là, c'est qu'il y a des personnalités politiques qui essayent de mettre en avant leur vie privée pour donner une autre image d'eux-mêmes. Dans le cas de l'émission de Karine Le Marchand, quand Jean-Luc Mélenchon y va, il parle de politique à l'intérieur. C'était d'ailleurs, je crois, le seul à le faire, mais en réalité, il y va pour parler de la révolution fiscale que nous voulons mettre en place. Donc, il y a une volonté chez Jean-Luc Mélenchon d'utiliser des outils qui sont des outils populaires, disons, pour introduire de la politique et le faire de manière systématique. Je ne crois pas que avec les réseaux sociaux de Jean-Luc Mélenchon, nous mettons en avant sa vie privée. J'ai plus l'impression que nous mettons en avant du fond. Quand Jean-Luc Mélenchon répond à des questions sur les FAQ, notamment les foires aux questions, quand il répond aux questions des internautes, il y a évidemment quelques questions qui vont concerner du genre sa veste, d'où vient sa veste, mais l'essentiel des questions est comment voulez-vous mettre en place la 6ème République, comment faire le partage des richesses, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de planification écologique. Et l'avantage de YouTube, spécifiquement, c'est que ça permet de rentrer dans le détail. Quand on a fait la première foire aux questions, Jean-Luc Mélenchon parle pendant 15 minutes de comment faire la 6ème République. Alors ça va de comment on met en place l'Assemblée constituante, qui est à l'intérieur de cette Assemblée constituante, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là. Du coup, vous avez... Exactement comme sur l'hologramme, vous nous avez dit que c'était une manière de parler de l'avenir et que ça n'était pas un gadget. On utilise des outils pour mettre en avant du fond. Et la politique, ça ne peut pas être que ça, parce que on a, encore une fois, sans vouloir raccourcir ce qu'est la politique, on a tout appris des États-Unis. Et les Américains nous disent bien, et ils l'ont répété de nombreuses fois dans toutes les études, nous, on élit aussi un président en vous disant qu'on aimerait bien aller boire une bière avec lui. Juppé l'a saisi. Les Américains disent, OK, techniquement, il est bon, il connaît ses sujets, mais j'ai envie que mon président soit sympa. Je suis d'accord. Oui, mais ça, c'est des choses... Juppé l'a saisi, mais au final, ça lui a pas réussi. Il faut le prendre en compte quand même. Et les réseaux sociaux servent aussi à montrer d'autres facettes et à rendre accessible, alors je ne veux pas dire sympa parce qu'après sinon c'est caricatural, mais accessible d'une autre manière le candidat, parce que le candidat ne peut pas être réduit à son fond technique, sinon ce serait Henri Guénaud qui serait président de la République. C'est lui qui maîtrise le mieux tous les sujets. Donc vous voyez, je pense que c'est un peu autre chose, et vous le mettez très bien en scène, vous, par l'intermédiaire de ces outils extrêmement modernes, en n'étant pas fake, en n'étant pas travaillé, en n'étant pas trop scénarisé, et vous utilisez le fond, mais vous utilisez l'homme aussi. C'est ça, mais il y a une différence entre présenter une personne de manière plus directe, et YouTube permet de faire ça. Quand Jean-Luc Mélenchon s'adresse aux gens, il leur parle face caméra, vous avez l'impression, quand vous dites qu'on pourrait aller boire une bière avec lui, moi je parle plutôt d'une discussion, vous avez l'impression d'une discussion directe avec les gens, mais ça ne marche que si dedans il y a du fond. On voit bien, il y a une espèce de rupture, pas générationnelle, mais presque, entre ceux qui utilisent alors à la fois le temps que donnent ces réseaux sociaux, que donne YouTube par exemple, parce que au lieu de faire juste un livre-programme, tout à coup vous pouvez faire une vidéo d'une demi-heure sur chaque problème et en plus répondre aux questions. Et puis ceux qui traitent encore ça comme de la télé, je voyais les clips qu'on avait vus dans la première partie. Il y a encore des gens qui projettent comme au début de la pub sur Internet où on disait on va prendre des spots de pub, on va les mettre sur Internet, ça va être super. Après on s'est aperçu que ça marchait pas comme ça. Il y a des gens qui projettent sur l'Internet des choses qu'ils faisaient déjà en communication vidéo, j'ai envie de dire. Mais avec d'ailleurs des erreurs, à mon sens, énormes, qui est que on vend pas un personnage, une personnalité politique comme on vend du savon ou de la lessive. Quand on voit Marine Le Pen sur son grand voilier
Je suis désolé, mais ça parle à personne. Personne ne fait du voilier en France. Enfin, peut-être quelques personnes, mais je pense que ça parle à personne. On va passer à une autre étape, et vous le disiez un petit peu, Antoine Léaumont. Alors bien sûr, en tant que journaliste, j'ai bien compris l'intérêt des réseaux sociaux, c'était de m'écarter, c'est de nous contourner. Nous, la journalistes, désintermédiation. La désintermédiation. Voilà, pas d'intermédiaire, une parole directe, comme le fait, par exemple, presque chaque minute Donald Trump. Oui, mais ça n'empêche pas le fact-checking, la vérification des faits. On l'a vu pas plus tard que lundi. Un exemple parmi d'autres, la conférence de presse de François Fillon. Sa femme affirme dans une interview qu'elle n'a jamais été son assistante, et François Fillon répond ceci. Oui, mon épouse était au courant, et mon épouse est ma collaboratrice. Lorsqu'elle a fait cette déclaration, qui a été reprise dans une émission à charge, où on a sciemment pris des morceaux de phrases, retirés de leur contexte. Je rappelle que c'est une émission en langue anglaise qui s'adressait à un public anglais et où, au fond, le sujet de l'interview était « Je ne serai pas Cheryl Blair ». Je dois d'ailleurs vous indiquer que la journaliste qui a accompli cette interview s'est manifestée personnellement auprès de mon épouse pour lui dire à quel point elle était choquée. Et là, immédiatement sur Twitter, réaction d'abord d'Élise Lucet, qui est à la tête d'Envoyé spécial et qui a diffusé ce fameux programme, qui réplique en expliquant que les mails auxquels fait référence François Fillon datent d'avant la diffusion. La journaliste britannique en question, elle aussi, répond sur Twitter. Les propos d'Envoyé spécial n'ont pas été sortis de leur contexte, répond-elle. Illico, François Fillon, que fait-il ? Eh ben, il diffuse les mails, en l'occurrence de Kim Wilshire, pour dire, vous voyez, ce que je vous disais était vrai. De fait, en l'occurrence, ces mails ont bien été envoyés avant la diffusion d'Envoyé spécial. Affrontement à distance, immédiat, dans les minutes qui ont suivi. C'est absolument passionnant, et c'est en même temps très difficile, et peut-être... Le cas présent ne vous intéresse pas peut-être plus que ça, mais c'est quand même passionnant de voir cet échange-là, Hugo Travers. C'est ce qui permet effectivement Twitter et les réseaux sociaux, une certaine instantanéité. Et alors là, effectivement, on a entre journalistes, donc on a une discussion entre des journalistes et des politiques qu'on pourrait, pourquoi pas en tant que tel, avoir sur un plateau de télévision. Mais ce qu'on a aussi sur les réseaux sociaux, c'est justement un côté instantané et une discussion qu'on peut avoir entre effectivement des politiques ou des gens qui sont dans ce milieu-là, qui sont bien installés, et des citoyens, disons, lambda. Alors forcément, Donald Trump va pas répondre sur Twitter aux moindres personnes qu'il soutient, au contraire qui l'insulte sur les réseaux sociaux, mais pour autant il y a quand même une sorte de moyen par Twitter de permettre à des citoyens de parler directement à des politiques. Et finalement il y a pas mal de candidats qui s'amusent un peu à jouer à ça. Benoît Hamon, il me semble, il y a quelques jours, alors c'était un journaliste quand même, Mouloud Achour de Canal+, qui demande à Benoît Hamon qui fait le meilleur couscous, il me semble, et Benoît Hamon qui répond directement sur Twitter, c'est ma mère qui fait le meilleur couscous. Donc voilà, là effectivement en termes de fond il y a aucun intérêt, mais il y a quand même une possibilité d'aller. Il y a une interaction, je l'entends, mais il y a aussi une contradiction qui est possible, et une contradiction qui est immédiate, et c'est à ça qu'on a assisté là. Mais l'instantanéité, la vitesse, ces choses-là ont changé. Mais Adrien, l'agence France Presse, avant, on pouvait appeler l'agence et dire « j'ai besoin d'une dactylo », c'est comme ça que ça se passait. « Bonjour, je m'appelle Cédric de LCI et j'ai une déclaration à faire sur tel dossier ». Et instantanément, l'AFP prenait votre déclaration, balançait sur les réseaux et les journalistes pouvaient dire, contrairement à ce qu'on a dit, l'AFP, l'agence France Presse, nous dit que Cédric a dit l'inverse. Donc c'est la vitesse qui a accélérer, ça fait un peu double emploi, l'information, mais il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Je veux dire, cette information-là n'aurait pas disparu il y a 20 ans si on avait été dans un cas. Peut-être qu'elle aurait été contrôlée par le pouvoir, peut-être que comme au XVIIIe siècle où on parlait du roi différemment pour pouvoir le critiquer, peut-être qu'elle aurait été maîtrisée. Mais c'est juste la vitesse qui a changé, c'est pas la contradiction finalement. Comment est-ce qu'on gère ce qu'on appelle le bad buzz, Antoine Léaumont ? On répond, je sais pas vous on dire, se tait. Nous, des bad buzz, on en a peu. En communication, quelle chance, tout est merveilleux dans le monde de Jean-Luc Mélenchon. C'est un grand sujet pour nous parce que c'est vrai que c'est un peu mon métier, Antoine, si je peux me permettre. Il y a plusieurs cas. Il y a un cas où il faut pas répondre parce que vous le savez, il y a des haters sur les réseaux sociaux, donc de répondre, ça renchérit leur haine. Après, comme dans n'importe quel cas de crise, on est toujours à se demander quand est-ce que je dois provoquer
la réponse et quand est-ce que je dois lancer la réponse? C'est toujours la question qu'il faut se poser. Et le bad buzz, après, il peut être bien géré, mal géré. On a eu une période absolument hallucinante à un moment où toutes les marques voulaient faire preuve d'originalité. Et rappelez-vous, lors du Festival de Cannes, le petit community manager de la chaîne Canal+, qui avait publié une photo atroce ou un commentaire atroce sur la chaîne, a été quasiment licencié. Donc, cette période-là, elle est derrière nous, mais les marques ont voulu être très originales, tout le monde a voulu être original, et l'instantanéité, la rapidité et la non-réflexion peut entraîner le bad buzz, et après, plus ou moins bien gérer ce bad buzz. Voilà. On a tous cet exemple en tête pour conclure du l'effet Streisand de Barbara Streisand qui avait attaqué un pauvre internaute parce qu'il avait fait une petite photo de sa superbe résidence en Californie. Tout le monde l'a fait aussi aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire disparaître quoi que ce soit de l'internet. Hein. Ma blague préférée, c'est ça ne sortira pas de Twitter. Ça c'est terminé. Je pense même que les politiques l'ont intégré. Il y a pas. Et ça c'est une vraie différence justement par rapport aux années précédentes. Ce que vous disiez, une déclaration, elle filait dans le vent. Mais on a le droit à l'oubli. On a quand même le droit à l'oubli, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut demander à Google, par des procédures qui sont admises, qui sont réglementées, qui sont légales, d'oublier mais il faut rester dans une procédure. Mais le droit à l'oubli est quand même institué. Non, mais on n'en sortira pas. Cette espèce d'instantanéité s'oppose en plus au processus habituel de la communication politique, qui est souvent une chose très écrite. Ça, c'est votre métier et pas le mien. Mais on dit, voilà, on va faire ça, on va faire un entretien en PQR. Le surlendemain, on a le 20h. Ça tombe bien, c'est la veille du meeting. Et du coup, on fera l'interview de... Oui, mais ça, évidemment, ça peut être totalement déraillé par un mauvais buzz, par une photo qui sort, qui ne devrait pas sortir, voire même par des messages qui sortent. Alors, le problème aussi, après, c'est vrai, c'est faux. Parce que tout ce débat, la grosse différence avant, c'est que on appelait l'AFP envoyait ça aux rédactions, mais c'est quelque chose qui se passait dans les terres à 20 000 pieds de... Et vérifier l'info avant de la lancer. Oui, mais surtout, là, tout à coup, ça se fait en public, au vu et au su de tous les gens qui ont un compte Twitter. C'est-à-dire à peu près de la moitié de la population. Le fait que, vous avez de plus en plus, et c'est des effets économiques, je ne veux pas vous faire un cours de marxisme sur ce plateau, mais vous avez des effets économiques qui sont la volonté d'être de plus en plus rapide pour être le premier à donner l'information, qui font que même l'AFP, désormais, peut commettre des erreurs. On se souvient tous de l'annonce de la mort de Martin Bouygues, alors qu'en réalité, il ne l'était pas. Donc, même des institutions comme l'AFP peuvent commettre des erreurs et des erreurs qui sont ensuite relayées largement justement par les... C'est vraiment rarissime. C'est rarissime, mais ça arrive par ailleurs à des journaux individuellement de commettre des erreurs factuelles. Quand vous parlez de fact-checking, nous, parfois, il y a des moments où on se dit, mais à quoi ça sert, quoi? Quand Jean-Luc Mélenchon explique qu'il y a 30 000 enfants qui sont sans toit sur la tête, il y a des journaux qui trouvent intéressant de faire un fact-checking pour expliquer que c'est 31 000. Est-ce que ça change quelque chose au sens de l'information? Pour autant, si, moi, je minimiserais pas quand même l'intérêt et l'importance du fact-checking en direct. Je pense que c'est une dimension intéressante. Qu'il y ait des médias comme Libération, comme Le Monde avec Décodeur, il y a Libé Désintox avec Libération, qui se mettent à faire du fact-checking en direct des débats, ça me semble intéressant. Alors effectivement, quand on parle sur des détails, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. Je suis pas certain que ça change grand-chose. Voilà, c'est quand ça change pas le fond. Mais quand même, ça peut être intéressant. Et puis surtout, les réseaux sociaux, je pense, ont permis. Ça fait que il y a justement du fact-checking qui se fait en direct. Et au-delà de ça, il y a des informations qui tombent en direct. Et les politiques souvent sont amenés à réagir finalement sur le feu comme ça lorsqu'ils sont sur le terrain. Des journalistes ont vu une information sur Twitter, demandent aux politiques directement, posent une question directement aux politiques par rapport à un fait d'actualité, et les politiques sont pas toujours prêts parce qu'ils n'ont pas eu leur fiche sur le sujet, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être mis à jour, parce que l'info vient de tomber sur Twitter. À ce moment-là, ils se retrouvent dans l'impréparation, ils doivent faire ça un peu comme ils peuvent, et là en l'occurrence c'est assez intéressant. Ça, à mon sens, c'est là quand on est dans le cas d'une émission où il y a une question qui est posée sur Twitter, qui est relayée par un journaliste, au final, je suis désolé, il y a un filtre. C'est le journaliste qui choisit le tweet qu'il diffuse, et le journaliste va choisir la question qui correspond à son agenda médiatique à lui. C'est pas pour être méchant avec les journalistes. Soyez méchant. Mais vous avez un filtre qui persiste. Or, un des grands intérêts des réseaux sociaux désormais, c'est que ça permet d'éviter ce filtre, ce dernier filtre qui restait entre la parole populaire et la personnalité politique. Et nous, ce qu'on constate sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi sur Facebook, c'est qu'on peut avoir un retour direct des gens. On s'inspire beaucoup de ce qui est dit dans les commentaires. Et par exemple, la foire aux questions, c'est quelque chose qui nous a été proposé par les internautes. Une sorte de démocratie participative d'un nouveau genre, pour reprendre le terme employé à l'époque par Ségolène Royal. J'aimerais qu'on aborde, excusez-moi Jackie, parce que le temps presse, et j'aimerais qu'on aborde un dernier point. Les réseaux sociaux, machines à rumeurs, ça c'est pas nouveau. Mais peut-être dans le rôle
que ça peut prendre dans la vie politique. Dernier exemple en date, le cas d'Emmanuel Macron. Le Parisien aujourd'hui en France affirmait hier que si le candidat d'En Marche a tordu le cou à la rumeur récemment sur sa vie privée, c'est à cause d'une courbe. Une courbe sur les réseaux sociaux. Son nom était de plus en plus associé à un autre nom dans les recherches Google, une tendance lourde pour couper court aux spéculations. Emmanuel Macron décide donc de devancer la rumeur, de dire que tout cela est faux lors d'un meeting qui a donné lieu à une scène assez rare finalement, de prendre l'initiative de parler ainsi de sa vie privée. Est-ce que ça, c'est un risque dans une campagne? Est-ce qu'on va voir émerger tout un tas de situations de ce genre? Oui, mais c'est vieux quand même comme le monde. On dit souvent en communication quel est le plus vieux métier du monde? Faire courir des rumeurs. Je vais pas remonter à Edgar Morin qui a écrit des articles très très longs pour tordre cou à la fameuse rumeur d'Orléans. Les journalistes s'en souviennent. La rumeur, c'est vraiment le travers de la psychologie humaine. Parce que derrière ce que vous avez souligné là, Adrien, c'est le concept de post-vérité. C'est de se dire, le fact-checking, c'est très bien, mais regardez aux États-Unis. On sait que des fausses informations ont circulé, certains médias les ont contrariées, les ont contredites, et à un moment, les gens étaient engagés dans un tel processus politique de conviction et d'opposition par rapport à l'autre parti qu'ils ne voulaient pas croire la vérité. Souvent, les gens ne veulent pas croire la vérité, mais pour revenir à votre interrogation, la rumeur, elle est très ancienne, et si on devait qualifier l'attitude d'Emmanuel Macron, là, pareil, toujours de se dire, est-ce que j'anticipe et donc je peux provoquer l'effet de feu de broussailles, ou je tords le cou à la rumeur. Et sans doute que là, il a bien fait, parce que cette rumeur, on le sait tous, elle courait depuis un petit moment. Il a utilisé l'arme absolue que vous utilisez super bien sur vos réseaux sociaux. Antoine disait tout à l'heure, faut pas trop être autoritaire avec les médias sociaux. C'est l'arme de l'humour. Quand on est en mécanique d'autodérision, eh ben, ça marche super bien. On est capable de couper le cou, tordre le cou à la rumeur. Là, la réaction d'Emmanuel Macron, il l'a pas faite sur les réseaux sociaux. Il l'a faite effectivement durant le meeting. Je sais plus, mais c'était à Lyon. Il s'est invité. Peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est elle a été très vite relayée sur les réseaux sociaux après par son équipe. Et on parlait de l'utilisation des réseaux sociaux. Ce qui est intéressant ici, c'est que qu'est-ce qui lui a fait réagir? C'est pas le fait qu'il y avait une rumeur qui courait, parce que ça, je pense qu'il était déjà au courant. C'était surtout le fait qu'il voyait avec des outils que sur les réseaux sociaux, on parlait de plus en plus de cette rumeur-là, et donc il a décidé d'en parler. Donc l'utilisation des réseaux sociaux, c'est pas forcément pour faire une déclaration sur Twitter ou sur n'importe quel réseau social, c'est aussi pour observer des tendances de l'opinion qui peut être biaisées, parce que forcément Twitter c'est pas toute la population, mais qui permet quand même de dégager des tendances. Et là, Emmanuel Macron on a fait l'usage pour réagir. Ce qui est intéressant, c'est l'usage qu'il a fait du fait. C'est un meeting où il devait pas être. Il est apparu. Il y avait pas de live sur Facebook. Il y avait juste des gens là avec leur smartphone qui ont pris la vidéo, l'ont mise en ligne, l'ont cité sur Twitter. Il y a une intelligence dans cette communication politique-là. C'est-à-dire que il s'est pas mis face à une caméra en disant je veux parler à la France. Non, pas du tout. Il a même pas fait un tweet. Il a juste eu un trait d'humour. Enfin, là, je trouve ça très très intelligent, parce que la rumeur est une espèce de poison en politique. Si vous en parlez, vous êtes mort. Si vous n'en parlez pas, vous êtes mort aussi. Ça, c'était vraiment. C'est l'anti-Isabelle Adjani. C'est l'anti-Isabelle Sujet autrement plus sérieux, mais qui est lié. Le Canard enchaîné qui nous dit que la DGSE redoute un interventionnisme russe dans la campagne via des robots capables d'inonder les réseaux sociaux de messages de soutien. En l'occurrence, nous dit le Canard enchaîné, et les craintes de la DGSE soutenant Marine Le Pen. C'est des risques auxquels vous êtes sensibilisés? Il y a eu une réunion fin octobre, je crois, avec les services du ministère de l'Intérieur sur les risques d'attaques comme ça. Oui, je crois. Oui, c'est des risques auxquels on est sensibilisé, mais si... C'est quelque chose que vous redoutez? Non, enfin, je veux dire, si y a des robots qui se mettent en place, il sera aussi possible d'observer le fait que c'est des robots. Donc après, si vous constatez qu'il y a des robots qui font des tweets qui sont toujours les mêmes, vous pouvez aussi dénoncer le fait qu'il y a des robots. C'est pas... Justement, quand on n'est pas très familier de la mécanique des réseaux sociaux, je suis pas certain d'être capable de reconnaître un robot. Non, mais il faut expliquer comment ça se passe. C'est-à-dire que sur Twitter, l'arme ultime, c'est de conquérir le hashtag, ce que vous connaissez bien. Le hashtag, c'est une indexation. On a toujours indexé dans les bibliothèques, on a indexé. Et les robots, quand on arrive à une masse de messages sur un hashtag, ils sont capables d'amplifier considérablement. C'est-à-dire que c'est des machines qui sont capables de faire monter à un niveau de conscience un sujet alors que vous n'en aviez pas. Les Français sont très bons pour aller faire vite. Le ministère de la Défense possède un commandement cyber qui est piloté par un marin, je dis pas ça parce que je suis marin, mais donc une intelligence particulière, de très bons informaticiens. Ça fait extrêmement longtemps que le ministère de la Défense, la Gendarmerie nationale sont extrêmement pointus sur tous ces sujets. On a souvent accusé la France de dire on est espionné, et certains ont dit mais nous aussi on est de très bons espions. C'est normal qu'ils diffusent. C'est-à-dire que pour ne pas courir de risques,
ils mettent le sujet sur la table. On a vu qu'aux États-Unis, ça avait interféré dans la campagne. Faut pas que ça interfère dans la nôtre. En fait, l'objectif, si on veut le terme technique qui est souvent utilisé, c'est le terme d'astroturfing. L'objectif, c'est de créer un effet de groupe, de donner l'impression qu'il y a un effet de groupe et un effet de masse sur les réseaux sociaux. Donc l'utilisation de ces bots, c'est d'utiliser par exemple tous le même hashtag, un hashtag par exemple qui va soutenir Marine Le Pen. Et si jamais plein de robots se mettent à utiliser ce hashtag, il va se retrouver dans les tendances, donc sur la page d'accueil de Twitter, tout le monde va le voir, ce hashtag qui soutient Marine Le Pen. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux, du coup, forcément, c'est visible. Mais au-delà de ça, les médias traditionnels ont tendance des fois à reprendre cette information, à penser qu'il y a un effet de groupe, que par exemple il y a de plus en plus de tweetos qui soutiennent Marine Le Pen. Ils vont pourquoi pas faire un article derrière. Les articles qui partent de Twitter, il y en a beaucoup aujourd'hui dans les médias traditionnels. Et donc à partir de là, il y a une sorte d'effet de levier qui se fait avec ces bots sur Twitter. Merci beaucoup à vous quatre. On aura l'occasion de se revoir parce que je pense que cette campagne numérique, croyez-moi, on va en reparler. Et on en reparlera ensemble, bien sûr, sur LCI. Vous restez avec nous dans un instant, le journal de 10h. À tout de suite. Voilà, j'espère que ce que j'ai dit vous a satisfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette émission dans les commentaires. Et puis si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et comme ça, vous recevrez mes prochaines vidéos. Allez, salut!